On va démarrer par une présentation qui est un peu notre mantra à l'agence depuis bientôt une vingtaine d'années, comme l'a dit David, sur la création de l'agence. C'est des lectures de Augustin Berthe qu'on a pu avoir quand on était étudiant à l'école d'architecture de Rennes, et qui nous a amené en fait à travailler sur cette question de matière en fait dans notre cheminement de pensée. Les lectures de Berck, notamment les raisons du paysage, et puis des conférences notamment qu'il a pu faire à Rennes en 93, indique, ou en tout cas mentionne le fait que la modernité et le XXe siècle a coupé l'homme de sa culture ambiante et de son milieu ambiant, et qu'il est nécessaire de recréer un lien entre l'homme et son contexte. Et ça a été un peu un déclencheur dans notre parcours, dans notre façon de fabriquer le projet ou notre pensée architecturale. C'est qu'à partir de cette lecture et de cette idée de recréer un lien entre l'homme et son contexte, le média par lequel on est passé, c'est celui de la matière, qui pour nous était un média primordial dans le projet architectural. Et finalement, la matière était donc ce média qui permettait au projet de se retisser avec son milieu ambiant. Et à partir de là, on a cheminé comme ça dans nos projets, en y rajoutant des fictions, un environnement qui nous est propre, pour fabriquer quelque part un développement un peu singulier, mais toujours attentif à la question du milieu dans lequel on se situait, en observant le paysage, en observant les identités culturelles dans lesquelles on se trouvait, et en y greffant parfois soit des références très externes, soit des voyages qui nous ont notamment marqués au Japon ou en Éthiopie, à partir desquels finalement on a développé une architecture propre et qui défendait cette idée de matière comme moyen de se raccrocher à un contexte, considérant que la modernité avait coupé, voilà, encore une fois je me répète, mais avait coupé l'homme de son environnement. Et par rapport aux références, en fait, on a un petit fond, on est fan de BD, on a un côté pop, et puis on est aussi fan de design, on est un peu fan d'art contemporain, de musique, enfin, ce sont des choses voilà, qui sont en nous, et puis parfois ça ressort dans les projets. Donc, ce qu'on cherche à chaque fois, finalement, c'est d'essayer de raconter une fiction. Alors, tout cet univers-là qui est derrière moi a en lien, en fait, l'idée de narration, et que le projet, finalement, nous embarque comme une sorte de scénario un peu filmique, là, dans une histoire, et que vous pourriez vous raccrocher à un univers qui n'est pas forcément celui de l'architecture et qui peut vous emporter un peu ailleurs. Un des voyages qui nous a marqué, c'est en 2003, on a bénéficié de la bourse Envers des villes. On est parti en Éthiopie pendant quelques mois, et en fait on a découvert une architecture vernaculaire dont on voit un exemple ici avec une toiture en chaume qui est de teff. Donc le teff, c'est une céréale endémique. Et cette structure en eucalyptus, et ce voyage-là nous a en fait donné envie de retrouver ce qui était aussi vernaculaire quelque part chez nous, qu'on avait un peu oublié aussi dans nos études, et repartir notamment dans l'ouest de la France, redécouvrir voilà, des maisons en chaume, des maisons en pierre, des hangars en bois. Et finalement, ce voyage-là à l'étranger nous a fait reprendre conscience ou considération de la richesse que pouvait avoir aussi l'architecture vernaculaire locale dans nos contrées. Et après, je rebondis. En fait, voilà, on a fait nos études à Rennes, donc, Hervé et moi. Donc, on a été diplômés en 96 et en 97. Et en fait, nos sujets d'études portaient déjà sur des thématiques pas de régénération, en fait, où, pour ma part, j'ai travaillé sur un diplôme au sujet d'un presbytère et de maisons qu'on allait adjoindre. Et la question était de démolir le jardin et éventuellement le presbytère. Donc, il s'agissait d'un réel projet. Et l'enjeu du diplôme, c'était de démontrer qu'il fallait garder le presbytère et essayer de construire à côté et avec. Et Hervé était sur un projet de zone artisanale dans les années 90, fin 90. Il y avait tout ce développement voilà, qui s'est intensifié d'ailleurs, mais sur les zones en périphérie. Et la question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire en milieu rural et comment s'insérer dans des parcellaires agricoles et dans des entrées de ville qui étaient quand même voilà, assez
de moyenne taille, et c'était comment remettre du sens à tout ça. Donc ce sont des thématiques qui sont quand même qui sont là depuis longtemps. Alors ça, c'est une photo qui est un peu énigmatique, mais en fait, c'est un sol de Rome, où on a eu la chance de passer un an, il y a un peu plus de 25 ans maintenant, à Villa Médicis. Et c'est une photo qui nous paraît qu'on aime bien montrer parce que il y a l'idée d'un sol historique. C'est un vieux pavage romain. Il y a une forme de réparation avec ces espèces d'agrafes là au sol. Il y a des vieilles pierres. Il y a déjà une accumulation de plein de couches historiques là. On trouvait ça intéressant en tout cas par rapport à cette question de régénération, qui finalement un courant ou en tout cas un mode de pensée qui existait déjà il y a très longtemps, et cette réparation, en tout cas ici sur cette photo, elle peut être aussi esthétique. Et voilà, elle n'est pas que technique, c'est ce qui nous intéresse également, c'est ramener du sensible et de la poésie dans les projets. On a partagé en fait la conférence, je vais revenir dessus, un peu en 3 parties ou en 3 thèmes. C'était 3 thèmes ou 3 dispositifs de façon d'aborder l'existant et le déjà là, comme on le disait en titre, et d'aller au-delà du déjà là. Un premier thème qui est plutôt par mimétisme, en l'occurrence sur 2 bâtiments. Donc on va montrer un bâtiment des années 20, Art déco, et un bâtiment des années 60. Donc sur lesquels on a fait une intervention récente là, qu'on vient de livrer, dont on a voulu plutôt ces bâtiments qui sont un peu ordinaires et en même temps qui ont des belles qualités structurelles et parfois aussi esthétiques, et qu'on a souhaité mettre en avant. La deuxième partie est plutôt sur un projet, mais qu'on développe beaucoup en ce moment en Bretagne. C'est une forme de régionalisme critique par rapport à des bâtiments existants, et comment ramener de l'identité vernaculaire de façon contemporaine dans ces projets d'extension. Et puis la troisième partie, c'est parfois quand le contexte est un peu trop aride ou difficile, ou à l'inverse beaucoup trop paysager, là c'est une façon de se raccrocher plus au paysage que l'architecture environnante. Alors les 2 premiers projets sont, on va dire, classés dans cette famille de mimétisme, de l'art déco aux 30 Glorieuses. On va commencer par la brasserie Saint-Hélier à Rennes, donc on a livré il y a 2 ans. Les brasseries Saint-Hélier, en fait, c'est historiquement un bâtiment patrimonial qui existe donc dans Rennes, qui a existé jusque dans les années 90-2000. C'était en fait à l'origine, c'est des brasseurs alsaciens qui ont fui le rattachement de l'Alsace en début du XXe pour s'installer à Rennes, monter une brasserie, et qui était en fait en cœur de ville. On voit ici des vieilles photos des années 10, 20, avec un complexe industriel qui était très très important, qui a été petit à petit démantelé au cours du XXe siècle. Et abandonné au début des années 2000. Nous, quand on était étudiants à Rennes, c'était un bâtiment qui restait emblématique parce que voilà, on faisait tous des projets sur ce site. Donc c'était une sorte de fantasme de travailler dessus. Et il y a eu beaucoup de casses au niveau de ce site, et subsistent finalement quelques bâtiments existants. C'est une ZAC qui s'appelle la ZAC Saint-Hélier, qui a été menée par Philippe Madec, avec insertion de logements collectifs et quelques greffes de bâtiments art déco existants. Donc là, c'est un bâtiment des années 20 qui est fait par Georges Lefort, qui a beaucoup construit sur Rennes et dans l'Ouest, et qu'on trouve dans cet état-là dans les années 2010, donc à l'abandon, et qui est en fait un magnifique squelette en béton assez fin, comme on le voit, très ouvert, hyper léger. Il y a un château d'eau un peu marqueur comme ça, mais qui est dans un état malheureusement déplorable. Par contre, quand on le visite, c'est une super cathédrale de lumière. Il est hyper ouvert, la structure elle est encore une fois hyper fine. Elle est
je sais pas, calculé au minimum. Et c'est une espèce de balcon comme ça sur la ville qui est ouvert de part et d'autre, avec presque un système de religieux, avec une nef, des bas-côtés, et puis une avant-scène comme ça sur la ville. Alors c'est une procédure qu'on a gagnée sur une consultation avec un programme très très léger, où en fait donc Citédia, un opérateur rennais, souhaitait en faire des bureaux avec une extension, mais positionner des bureaux dans le bâtiment. Et en fait, la première attitude qu'on a eue, c'était se dire que le bâtiment existant était tellement beau que finalement, il ne fallait rien faire dedans. Et l'idée était de leur convaincre d'en faire le minimum, c'est-à-dire de faire juste un clos couvert, de le réhabiliter au minimum. Ils voulaient du chauffage isolé, etc. Mais voilà, ce qu'on trouvait très beau, c'était finalement ce squelette, et faire une juxtaposition avec des bureaux qui soient la plus légère ou la plus discrète possible pour vraiment mettre en avant cette brasserie. Donc là, quelques idées de scénarios qu'on a proposés lors de la consultation, en imaginant donc une extension la plus simple et légère possible, avec cette idée de séquence sur le mail. Puis il y a un mail qui est imaginé par Philippe Madec sur le quartier, et d'ouvrir le projet le plus vers la ville. Voilà, schématiquement ici, on voit sur ce petit croquis la halle, qui est un des seuls vestiges existants de ce grand site industriel Cronenbourg, l'extension telle qu'on l'imagine, côté maille, et puis au nord, en fait, il y a tout un quartier qui est actuellement construit de logements collectifs. Donc on se positionne finalement, on réussit à, entre guillemets, vendre le fait de ne rien faire dans la halle, de la laisser la plus pure possible, donc entièrement vitrée entre la structure, de reprendre la structure quand il le faut, et de ne pas mettre de petites boîtes ou de choses comme ça dans la halle. C'était un peu l'idée du maître d'ouvrage, hein. D'avoir des boîtes dans la boîte comme ça, mais on trouvait le volume tellement beau que finalement il fallait plutôt mettre les plateaux de bureau en dehors. Et donc on est parti sur cette idée, on a gagné la consultation plus ou moins grâce à ça. Et on a imaginé donc cette halle, donc reconstituée à l'identique, mais voilà, en refaisant le minimum, donc en vitrant au maximum entre la structure, pour conserver cette idée de cathédrale de lumière qu'on avait vue lors de notre première visite, et d'avoir une extension côté sud, la maquette est orientée nord-sud, côté sud sur le mail la plus simple possible, qui fasse une forme d'écho structurelle à cette halle qui était en structure béton, et d'imaginer une structure plus contemporaine qui soit en bois, mais qui reprenne un peu le motif de cette halle, donc avec des solives apparentes et un rythme d'ouverture qu'on va voir qui est en mimétisme par rapport à cet existant. Voilà un autre croquis de Mathilde Levoyer, donc, qui était chef de projet à l'agence sur ce dossier. Le plan masse tel qu'on l'aborde. Donc, en fait, il y a une grande avenue à l'est, là, qui est le boulevard Saint-Hélier, pour ceux qui connaissent Rennes, qui est une entrée de ville qui mène vers la gare, et le bâtiment donc, existant qui est une forme un peu particulière, avec une proue un peu en pointe de diamant comme ça, et ce pan coupé au sud qu'on vient raccorder au mail par une extension qui va abriter un préau, un restaurant et des bureaux sur un étage. Alors, il y a eu pas mal de difficultés techniques, vous en doutez, avec un existant très fragile, sous lequel on devait positionner un parking d'une 15aine de places. Alors, on a réussi à éviter ce positionnement en sous-œuvre, puisque c'était quand même très, très complexe. Ici, on voit la façon dont on a raccordé la halle avec le mail imaginé par Madec, par un espèce de auvent préau qui va faire une sorte de transition comme ça
finalement assez classique. Hein, on reprend presque une écriture un peu classique, un langage classique de préau en symétrie qui va venir comme ça guider le visiteur vers une grande halle qui elle-même a une forme symétrique. Les plans, on ne va pas forcément s'attarder dessus. Voilà, juste montrer que la halle, on la laisse telle qu'elle. Elle vient juste s'adjoindre au côté sud de ce grand auvent-parvis, d'une partie restauration et d'un plateau de bureau ouvert sur 2 niveaux. Alors ici, la construction de la halle. Alors, on devine un peu ce mimétisme qu'on a souhaité entre la halle existante, donc qui est entièrement reprise en blanc, puisque c'était la teinte d'origine. Des grandes parois vitrées entre les squelettes de béton là, qui sont très beaux. Il y a une reprise d'étanchéité assez simple, mais minimale également, puisqu'on n'a pas les relevés nécessaires pour pouvoir faire autre chose, ou en tout cas surisolée. Et puis une extension qui, elle, est en ossature bois, qui va reprendre l'idée d'un squelette comme ça, assez fin en bois, avec en rez-de-chaussée des grandes baies en écho aux grandes ouvertures de la halle, et puis à l'étage des petites ouvertures pour les bureaux, également en écho avec cette forme de gradinage là, de la halle qu'on peut voir sur la photo. On va rentrer dans le bâtiment petit à petit. Donc côté maille, donc l'extension est en ossature bois. On a juste un bardage métallique qui reprend des strates horizontales. Et ce grand préau qui va symétriser encore plus peut-être le volume laisse rentrer dans la halle. Alors ici avec un avant-après. Donc évidemment à gauche la situation dans laquelle on a trouvé le bâtiment qui était dans un état déplorable, et puis à droite la façon dont on l'a finalisé, donc en reprenant les éléments de structure, en reprenant les sols. Il y a eu également toute une reprise en dallage et isolation, et puis une grande dalle quartzée, et les ouvertures plein pot entre les axes de structure. Donc la coupe dans l'autre sens, nord-sud, entre le parvis et la grande halle. Et le bâtiment, une fois livré, donc il y a 2 ans, où là, on découvre finalement ce volume qu'on souhaitait comme une cathédrale de lumière, hein, et qui retrouve quelque part son origine, avec un traitement assez simple de tout ce qui est chauffage en panneaux rayonnants, en isolation entre poutres, de façon à ce qu'on puisse continuer à lire la structure existante et l'entièreté du volume. Il y avait aussi, je me permets, une complexité par rapport au chauffage de la halle, puisqu'il y avait une température d'attendue qui, au départ, était assez importante. Et au fur et à mesure des études, on s'est rendu compte qu'il fallait que ce soit vraiment un minimum. Il ne fallait pas partir sur on allait parce que c'était trop compliqué. Donc, on a eu la chance de rester sur quelque chose en deçà du chauffage. Et alors, il y avait pas mal de particularités au niveau structurel, puisque chaque poteau existant était complètement différent. Donc à chaque fois, il fallait adapter la menuiserie pour qu'elle puisse se caler entre ces poteaux qui sont parfois ronds, parfois carrés, parfois hexagonaux, avec plein de particularités un peu étranges. Alors, la halle est devenue une espèce de couteau suisse. En fait, elle sert pour l'aménageur comme espace qu'il loue pour des fêtes de fin d'année, des fêtes d'école, pour l'exposition ici dans le cadre du Festival d'architecture Georges à Rennes, où il y a eu une belle expo, Iwan Ban et Francis Quéré, pour des fêtes de fin d'année ici. On aime beaucoup cette photo avec l'espèce de Casimir vert au milieu de l'image. Voilà, il y a plein d'activités. Ils font aussi de la fête de la bière, des friperies. Et finalement, voilà, on est parvenu à redonner un peu vie à ce vestige art déco là, qu'on trouvait très intéressant. Et côté bureau, de manière assez simple, on a retrouvé une lecture
de structures bois apparentes, d'isolation entre solives, et de lecture en grande baie vitrée côté rez-de-chaussée, et plutôt en petites ouvertures à l'étage, desservies par effectivement l'escalier jaune dont parlait David tout à l'heure. Et côté extérieur, de la même façon, ce mimétisme, on l'a voulu en faisant des sortes d'écho aussi à une forme d'architecture art déco, sur des ouvertures qui s'évasent avec du bois apparent, ces grandes lignes horizontales et des cannelures différentes par niveau, et puis une masse un peu plus lisse en rez-de-chaussée, et des linteaux également qui s'évasent. Donc il y avait l'idée comme ça de faire une espèce de ping-pong entre le bâtiment existant et l'extension créée. Le deuxième projet qui est un peu dans cette famille-là, donc qui est une CTU qu'on vient de réhabiliter pour 330 chambres à Nantes. À Nantes. Alors je vais vous parler de cette CTU. Alors la CTU, on connaît bien avec Hervé parce que quand on était étudiant, on était en CTU pendant 6 ans. Et après, quand on a bossé en agence à Paris, au début, on était en CTU parce qu'on n'arrivait pas à accéder au logement. Et donc, voilà ce concours d'une CTU à Chanzy, donc qui est à l'est de Nantes, un bâtiment construit dans les années 60, en 1963, par André Guillou et Pierre Doucet, qui sont des architectes prix de Rome, et qui vont faire comme ça des bâtiments en ossature béton à Nantes, et aussi un rue, des équipements pour les étudiants. Donc là, on voit une photo d'époque avec les 2 chevaux et à mi-8. Donc voilà. Donc là, on voit la construction. Donc c'était un bâtiment qui est composé en fait de 3 ensembles et d'une partie. En fait, il y avait un restaurant universitaire. Donc là, c'est une carte postale qui est assez chouette, qui nous montre en fait les constructions des années 60 à Nantes. Et on pouvait envoyer ça quand on venait à Nantes à sa famille. Et c'était un peu, c'était un peu le succès, quoi. Donc, et comme dessus, bâtiment de Rouge-Pitz, la faculté de médecine, bâtiment d'Aretsch, le restaurant du théâtre, et puis Douce et Guillot qui ont également travaillé sur quelques projets. Ouais. Et notamment, ils ont travaillé à La Baule. Je ne sais pas si vous avez vu. Enfin, à La Baule, il y a un immeuble qui est tout en vague comme ça, et ce sont eux. Pour des styles très éclectiques aussi. C'est toujours un peu à ce que raconte Jean-Louis Violo, les affaires de Art French, et en même temps des formes. Voilà, donc la CTU est donc cet élément central. Donc là, c'est toujours les photos d'époque, des années 60. Et aujourd'hui, voilà, quelques années au moment du concours. Donc on a cette espèce d'évolution qui s'est faite avec une construction, une espèce d'entrée qui a été créée au niveau du restaurant universitaire, qui était un peu malheureuse. Et donc l'enjeu, c'était de réhabiliter cette CTU, donc en conservant toute l'occupation et en construisant de nouvelles chambres et de nouveaux studios, et aussi des pièces communes, puisque là, en fait, ils n'avaient pas de pièces communes pour le repas. Donc on voit une chambre telle quelle, donc 9 mètres carrés, avec des éléments menuisés de couleurs. Donc à notre goût, un peu trop, des couleurs un peu trop fortes vu l'exiguïté des chambres. Ouais, c'est à peine 9 mètres en fait, c'est 8,50. C'est 8,50, ouais. Avec des cabines. Voilà. Donc là, on voit le plan. Donc on a ce bâtiment comme ça qui est orienté nord-sud, qui se développe en longueur le long d'un boulevard. Et puis à l'intersection, la partie anciennement rue qui va être transformée donc en logement avec un hall et des studios et de nouvelles chambres. Donc là, on voit dans cette insertion dans la ville, donc il y a un boulevard assez passager. Et donc nos références. Pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire à Chanzy? Alors nous, on a pensé, évidemment, ça nous rappelait l'architecture d'Henri Dubuisson, la Caravelle juste à côté, à Montparnasse, ces dessins comme ça, très intéressants sur
issu aussi de toutes ces recherches de Mondrian sur le quadrillage, qu'est-ce qu'un quadrillage, comment redonner un petit peu de variation dans tout ça. Donc ça, c'était, on souhaitait continuer là-dedans et en même temps remettre un peu de couleur. Donc on a commencé, donc il a fallu, déjà il y avait la problématique de l'isolation, donc de toute façon il fallait tout réisoler par l'extérieur. Donc on est parti sur des éléments métalliques qui recouvrent l'isolation. Et on a souhaité donc à mettre des couleurs et vraiment faire un travail de couleurs comme sur un mouchoir, des choses très variées et qui soient comme un damier, qui soit moins uniforme que précédemment. Précédemment, c'était vraiment, on avait que du béton un peu avec des gravillons et puis l'élément un petit peu en pointe de diamant, mais c'est tout. Il y avait que du gris et du blanc. Donc on va partir sur du vert, et sachant que c'est des verts un peu éteints. On n'est pas sur des couleurs trop flashy. Et en même temps, comme le quartier aussi est assez paysager, c'était intéressant de redonner un petit peu de vert à tout ça. Et en fait, ce qu'on trouvait beau dans ces bars-là, c'est ce damier et ce relief. Et comme il était hors de question de l'isoler par l'intérieur pour des questions déjà de surface, puisqu'on était, je vous l'ai dit, les chambres font 8,50 m. De toute façon, il fallait qu'on isole par l'extérieur. Mais on ne voulait pas une façade lisse et on voulait garder ces qualités d'épaisseur et de relief. Et la seule façon, c'était finalement d'avoir un ITE et de le recapoter par des éléments qui reconstituent une forme de relief. Sachant que c'est un bâtiment qui est construit par module préfa, comme on le faisait dans les années 60. Les dalles font à peine 13 cm. Et puis en façade, là, les modules sont clavetés. Enfin, on voit un peu dans le détail, mais on ne pouvait pas non plus découper les allèges, sinon ça rendait structurellement trop fragile le bâtiment. Bon, voilà l'ensemble de la façade sur les 5 niveaux. Et donc on voit donc le nouveau bâtiment qu'on a créé au centre, entre les deux bâtiments. Et ce qui n'était pas facile dans ce projet, c'est qu'en fait, il y avait une chaufferie centrale qu'il a fallu conserver. Donc on a démoli le restaurant, les éléments ont été déposés, conservés, réinstallés. Et en même temps, la CTU devait tourner. Donc le chantier, donc les étudiants, en fait, ils ont switché, ils sont partis d'un bâtiment, puis d'un autre, et opération tiroir, comme ça, en 3 phases. Donc chantier très long, avec beaucoup de surprises, et des mauvaises surprises, bien sûr, des choses des dallages qui ne sont pas bons, des fondations qui ne sont pas au bon endroit, tout ça, évidemment, au moment du chantier. Donc voilà, les histoires de chantier. Et puis alors, donc après, tout le travail donc, à l'intérieur des chambres, sachant qu'elles sont un peu variées, elles ne sont pas toutes pareilles. Donc il y avait eu le dessin du mobilier et la volonté de rester vraiment sur du blanc, d'être sur quelque chose qui a grandi au maximum, et pour qu'après les étudiants puissent vraiment s'installer à loisir et puis être très neutre. L'idée, c'était vraiment ça, épurer au maximum. Donc voilà les photos du chantier. Donc là, ce qu'on n'a pas dit aussi dans les difficultés de chantier, c'est qu'en fait, il n'y avait aucune considération des questions de sécurité à l'origine. Donc en fait, c'est un bâtiment qui n'était pas du tout aux normes incendie. Donc il a fallu recréer du désenfumage, des portes coupe-feu, des issues de secours. Bon, des choses qu'on ne voit pas dans la finalité, mais qui ont rendu un peu complexe le projet, parce que finalement, c'était aussi une mise aux normes en termes de sécurité. Et puis quand on cure le bâtiment, on se rend compte qu'il y a déjà plusieurs couches de fait. Il y a des passages de réseau, il faut qu'on repasse dedans autant que possible, puisque les dalles font que 13 cm et on ne peut pas non plus carotter aussi facilement que ça, sans fragiliser la structure. Et puis voilà les chambres côte à côte là, avec ces allèges qu'on ne peut pas découper, puisque on est sur des panneaux préfaits en façade qui sont assez fragiles et clavetés entre eux et qui se tiennent finalement entre eux sur tous les niveaux. Et la question de la cabine, puisqu'en fait on est sur des chambres qui sont très petites et qui en plus ont la cabine de douche à l'intérieur. Donc à l'origine c'était déjà le cas, et là il a fallu toutes les changer et réinstaller de nouvelles cabines. Et là aussi c'était une contrainte, parce que tout devait arriver
par nacelle. Enfin, il y avait les fenêtres en place ne supportaient pas le passage des cabines. Enfin, il y a c'était très compliqué dans la gestion du chantier. Donc On voilà le passe résultat. directement au Ouais. projet réalisé. Donc on retrouve ce damier. Donc c'est une photo prise des jardins en face de la CTU. Et puis on a aussi comment dire, les fenêtres qui sont noires. Donc c'est assez rare chez nous. Enfin, à l'agence, on ne fait pas souvent des fenêtres noires. Mais là, on trouvait ça intéressant dans le côté pictural par rapport aux couleurs qu'on avait mises en place. Et on souhaitait vraiment rester sur cette teinte. Voilà un avant-après, entre les damiers existants et le damier Damier futur. Et là, une photo de la construction des années 60 à gauche et donc le 2024 à droite, avec finalement, ça va être un peu prétentieux de dire ça, mais on trouvait que, quelque part l'articulation d'origine qui abritait le restaurant, puis ensuite qui a été elle-même retransformée, elle n'a jamais vraiment bien fonctionné quelque part entre ces deux barres décalées. Et puis finalement, on s'est attaché à quelque part reconstituer une architecture qui reprend les codes des années 60, mais de façon 21e siècle, en tout cas performante d'un point de vue thermique, de lumière. Et puis les grands espaces partagés qui manquaient cruellement dans la CTU existante, et des espaces extérieurs aussi, sont cette grande façade vitrée qui donne sur des grands balcons plein ouest. On voit ici qui ondule et marque un peu de rythme dans l'angle de la façade. Donc là, on est parti un peu dans le sud. Là, on a fait un peu du balnéaire. On s'est dit, bon, allez, on casse un peu la géométrie très stricte des paires. Donc, quelques vues des espaces partagés, donc, qui sont ces espaces neufs qu'on crée pour les étudiants. Donc, qui abritent cuisine et grand salon, avec une grand balcon extérieur, comme dit Anne-Fleur, de type balnéaire, avec des storbanes, et qui donne plein ouest, non pas sur l'océan, mais sur Nantes. Avec la jonction, considérant l'existant, donc avec ce damier sur la droite de la photo. Et voilà un petit peu les chambres telles qu'elles sont. Bon, là, il s'agit du bâtiment neuf, donc avec des fenêtres toute hauteur. On n'a pas de jolies photos des chambres avec les allèges pleines, mais bon, voilà, on est dans cet esprit-là, quoi. Et là, ce sont les studios qui sont plus grands, toujours avec des fenêtres toute hauteur, petits garde-corps, de façon à ramener un maximum de lumière dans le logement étudiant. Et le travail du blanc, comme disait Anne-Fleur, pour donner le maximum d'espace. Et là, donc, on a créé aussi un nouveau hall, donc, qui est tout en béton et qui une paroi en fait qui ceinture justement la chambre de chauffage, enfin toute la grande chambre technique. Et on a pu faire des boîtes aux lettres un peu brutes qui cohabitent comme ça avec le béton en rez-de-chaussée. Donc voilà, ça fait des belles parties communes et c'est chouette. Alors la seconde famille qu'on va développer sur un projet, c'est effectivement sur Riec-sur-Belon, donc une salle des fêtes qu'on a réalisée il y a quelques années. On reprend le terme du régionalisme critique. En fait, il se trouve qu'effectivement, on parlait de Jean-Louis Violot tout à l'heure, mais on a fait une table ronde avec lui il y a quelques jours sur cette question-là, à l'ENSA Nantes. Et c'est vrai que, à l'instar des lectures de Frampton, sur la question de recoller finalement un bâti existant et de refaire une extension qui soit à la fois empreinte d'une identité locale, culturelle bretonne, et qui puisse être en même temps très contemporaine. Et cette espèce d'hybridation comme ça entre finalement une culture un peu tradie et une contemporanéité qui puisse être entendue par tous. On la développe pas mal de projets, ici en l'occurrence à Riec, mais actuellement dans pas mal de projets de salles culturelles en centre-bourg, en Bretagne, qui s'insèrent dans un site
toujours très complexe. Il y a toujours ici le presbytère, l'église, le petit bourg. Et comment ramener un morceau d'architecture contemporaine dans ces sites qui sont à la fois protégés et puis qui sont parfois un peu abîmés aussi par des aménagements pas très sereins ou pas très heureux. Voilà, le but du jeu, c'était vraiment de faire un peu cette critique-là, en tout cas de se raccrocher à ce texte de Frampton là, qui nous plaît bien. Et donc le site, c'est un vieux presbytère voilà, qui est plus ou moins à l'abandon, avec sa vieille cheminée, vieille table, etc. Voilà, qui est dans un sale état. Et en fait, il faut en faire un équipement culturel. Donc dans l'idée de ne plus faire d'équipement culturel éloigné des bourgs, mais de les ramener vraiment en centre-ville, avec à côté de l'église, à côté du marché. Et ici, donc le plan masse, on s'est attaché en fait à faire une grande salle qui ne domine pas le presbytère existant, qui vienne se lover comme ça dans l'ancien jardin, derrière un mur, et qui puisse être à la fois développé 9 mètres de haut et en même temps être très discret dans son inscription. Voilà comment se développe le projet, donc avec le presbytère qu'on va transformer en salle de réunion, salle associative et locaux d'entrée, de la façon la plus simple possible. Mais en fait, on va se rendre compte que dans le chantier, de la même façon, plein de surprises. Il est très abîmé, il y a de la mérule, les charpentes sont très abîmées, les enduits également. Et donc cette salle qu'on va venir implanter, donc, qui fait 200 places assises, elle va se décaler par rapport au bâti existant, se lever là comme ça dans le fond de parcelle et s'inscrire comme une espèce d'hangar chic dans ce site. On travaille aussi pas mal en maquette à l'agence. On voit ici un extrait. Et puis en plan, c'est peut-être un peu plus clair, mais les traits épais sont évidemment le bâtiment existant. On vient penser des locaux techniques d'accueil sur une sorte de petite galette comme ça en rez-de-chaussée. Et puis la grande salle vient plutôt en fond de parcelle derrière le grand mur. Oups, je suis allé très vite, pardon. Excusez-moi. Alors le chantier développe toujours des surprises quand on travaille dans l'existant, mais ça, j'imagine que vous en doutez également. Ce bâtiment, il est un peu fatigué dès qu'on enlève les doublages. On refait également les sols, l'isolation, les dalles. On essaye d'ouvrir des niveaux quand on peut, comme ici, pour faire une double hauteur sur le hall. Mais on retrouve on a retrouvé de la mérule sur la pierre, on a retrouvé de la vrillette un peu partout au niveau de la charpente. Donc il y a plein de reprises à faire. C'est un peu complexe. Et de la même façon, on cherche ça faisait partie du petit texte aussi qu'on avait pu faire, mais quand on régénère un existant, c'est aussi parfois le transformer, rouvrir un peu plus grand les fenêtres. Et ici, il y a un grand mur rideau qui va venir passer devant une fenêtre existante, mais qu'on va ouvrir un peu plus grande. Donc de la même façon, complexité du chantier, puisqu'il faut faire le frangement, l'ouvrir, repeindre avant le mur rideau, et puis après on va repeindre et on va recapoter derrière. Bref, ça donne cette extension qui essaye de s'harmoniser au maximum avec l'existant, en reprenant un code couleur et un RAL qu'on aime bien, qui est le RAL 1019, là, qui est une espèce de caramel qui marche bien avec le granit et le grès breton. Et cette grande halle qui fait en fait 9 mètres de haut, on la perçoit assez peu de la rue. Elle est vraiment en fond de parcelle et on perçoit plutôt ce pignon existant en avant. On pénètre dans le site, on rentre dans le hall et on a comme ça aussi un jeu entre ce qui existe, ce qui est en devenir et ce qui est créé, avec un enduit à la chaux qui reprend la même
une teinte un peu terre là, sur l'existant. Un double volume qui constitue le hall d'entrée dans l'ancien appentis du presbytère qui était très très abîmé. Et puis cette grande ouverture là comme ça sur la rue qui vient comme ça appeler le visiteur, et puis faire cette transition entre l'ancien et le neuf, avec des vestiges qu'on a gardés, cette poutre métallique là, qui avait été déjà une espèce de raidisseur là, comme ça qu'on a conservé, qui avait dû être positionné dans les années 80, et qui fabrique ce volume assez pur là, également en tout blanc. On voit juste la lumière et quelques parements en bois. On retrouve la cheminée, pareil, qu'on voulait garder. Espèce de cheminée de salon là. Qui nous a fait des misères parce qu'en fait elle avait une fissure très 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 importante et que c'était compliqué, on voulait la garder, puis là ils nous disent oui mais les architectes ça va coûter trop cher. Bon. On l'a gardée quand même. Et dans cette grande circulation qui va relier justement le neuf avec l'existant, voilà, on a une espèce de parallélisme comme ça entre la façade extérieure qui devient intérieure et l'enduit à la chaux qui habille à la fois l'extension et également partiellement l'existant. Et on a ce regard comme ça, assez systématique entre une ancienne ouverture qui donne sur un intérieur et qui donne également sur une circulation. Et la grande salle, on l'a travaillée comme une espèce, voilà, je me répète, comme une sorte de grand hangar avec une charpente, voilà, ici une charpente apparente, les réseaux apparents, les poteaux moisés, et puis ce volume à la fois assez simple et puis en même temps très travaillé, encore une fois avec des chromatiques qui se raccrochent avec l'existant dans des brins et dans des bois naturels. Voilà encore un jeu entre existant et neuf. Et la façon dont la salle se dévoile depuis l'extérieur de façon assez discrète. Avec ses panneaux en contreplaqué, séquencés par des épines verticales. Alors, la troisième et dernière famille est plutôt de l'ordre de l'hybridation, dans le sens où quand le contexte est trop difficile, comme ici pour le lycée Charles-Tillon, c'est-à-dire qu'on est sur un lycée des années 60 qui a été déjà beaucoup réhabilité dans les années 90-2000, pas forcément de manière très heureuse. Là, on s'attache plutôt à se raccrocher au paysage et à imaginer finalement une hybridation un peu plus organique que des formes rationnelles. Donc, pour ce projet, donc, il s'agissait d'un concours. Donc, l'enjeu était donc de construire un CDI pour ce lycée et des nouveaux locaux pour la surveillance sur la cour et aussi pour le CPE, pour le personnel de l'enseignement. Donc, en fait, on s'est rendu compte, donc déjà d'une part le site. Donc, on est à Rennes, on est le long c'est le quartier Robidoux, le long de la Vilaine, donc le long de la promenade des Bonnets Rouges. Donc, c'est un endroit qui est apprécié des Rennais pour les promenades, pour promener les animaux, enfin voilà, faire du vélo. Enfin, c'est un endroit qui est très joli et c'est un endroit aussi qui est inondable. Donc, avec sa problématique de côte qu'il a fallu respecter pour nous, pour le projet, d'inondabilité. Donc voilà le lycée en question. Donc c'est un lycée technique donc qui a été réhabilité et fini c'est en 2011 et nous on a commencé après les études en 2012. Donc juste après que ce soit livré, ils ont recommandé un CDI. Donc voilà la cour très en goudron, enfin très très imperméable. Voilà, un lycée, lycée technique. Des bâtiments qui faisaient face aussi de l'autre côté, qui abritaient auparavant le CDI, mais amiantés, donc il fallait démolir. Donc, d'où l'objet de cette consultation.
Donc voilà la cour, un peu sinistre un jour de pluie, mais on voit qu'on est dans le pays rennais là, avec les pierres meulières, les entourages en briques. Donc les abords. Donc difficile. Enfin, pour nous, c'était assez difficile de se raccrocher à ça. Parce que c'est vrai que le bâtiment est quand même assez âpre. Il y a une extension, comme l'a dit Anne-Flore, déjà en plein milieu. Et finalement, c'est plutôt raccroché à ce qui nous intéressait dans le site, c'était le paysage de bord de Vilaine. À l'inverse, très paysager. Ouais. En fait, on est derrière les Grands Moulins, quartier Saint-Hélier, pour ceux qui sont rennais. Voilà, où c'est un peu un endroit qui, quand vous allez à Rennes, c'est très beau d'aller là parce qu'il y a presque un côté vénitien. Enfin, vous êtes le long du canal et c'est avec des maisons comme ça, toutes en briques, enchevêtrées, et même un côté un peu anglo-saxon. Donc, en tout cas, c'est très joli. Donc, on est plutôt, voilà, on a voulu réamener ce registre et puis aussi il y avait les contreforts le long des berges avec des systèmes de pierre comme ça excuse-moi, en gabion. Ouais, en gabion. Qui maintiennent la berge. Ouais. Et aussi des références dans nos pérégrinations urbaines. Et voilà, la bibliothèque de Ernst Jacobsen à Rodovre, au Danemark, on a eu la chance de visiter et qui est en fait une espèce de lieu un peu, c'est pas sombre, c'est pas ça, mais un peu cocooning, un peu. Voilà, on avait envie un peu de raconter ça pour ce projet. C'est quasiment que des ouvertures zénithales dans le bâtiment de Jacobsen, qui est très beau. Et aussi une certaine architecture qu'on adore, qui est, là c'est Monsieur Zerfus, un grand maître, et donc avec le musée de l'archéologie de Lyon, qui est un très très beau projet, avec comme ça des espèces d'apparitions, de visions au milieu du paysage. Et ça aussi, ça c'était des choses qu'on trouvait très intéressantes et qu'on voulait un peu ramener à Tillon. Et aussi, donc, on a eu la chance de visiter un cairn qui Venise dans le golfe du Morbihan, ou aussi ces espèces d'architecture comme ça comment dire, troglodyte, ouais, qui arboré, voilà. Et là, la référence du cimetière Gualada de Miralles, ou comment un bâtiment peut aussi avoir une espèce de tronche paysagère et il peut faire le job. Et là, c'est notre voyage en Éthiopie. Les Éthiopiens, à Addis Abeba, sont des maîtres du taillage de haies. Là, on voit, c'est assez fort, avec limite le petit chien en haut. Et là, ça aussi, on trouve ça super. Donc, dans l'idée, c'est un peu ramener des choses comme ça. Donc, voilà la réalité. Et ce qu'on va essayer, nous, de faire. Donc, on a une sorte d'hybride, de montagne, de choses avec une autre géométrie, en tout cas. Donc, ça évolue. Et puis, le monticule s'agrandit, on perfore un petit peu. Il se trouve d'ailleurs que le chef de projet à l'époque a travaillé dessus. C'est en 2012, c'est Jean Chevalier, qui est devenu paysagiste depuis. Et voilà, je pense il a basculé du côté vert de la force. Ouais. Et c'est pas anodin, je pense qu'il ait travaillé là-dessus et qu'il soit ensuite un parcours, un cheminement vers vraiment la conception paysagère, parce que les modélisations, là, c'est lui qui les avait imaginées. Et c'était un chouette moment de travailler avec lui. Et, bon, le moment le moins chouette, c'est que le projet a duré plus de 10 ans, 12 ans, et qu'il y a encore des choses qui sont pas finies. Voilà. Ouais. Donc le plan masse. Donc là, l'objet, c'est effectivement de se raccrocher aux berges de Vilaine, de verdir au maximum la cour. On est contraint par notamment les accès pompiers, donc on a des zones enrobées qu'on doit laisser, notamment pour l'internat du bâtiment existant, cette grande barre. Et puis côté nord, une fois que les ateliers ont été démolis, l'idée d'avoir un stationnement pour les visiteurs et les enseignants. Puisqu'il y avait en fait, il y a une inversion, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a une inversion d'usage et d'entrée dans le lycée. Bon, le principal objet étant ce CDI, cette espèce de grande butte paysagère, mais il y a tout un travail sur l'inversion de l'entrée et des stationnements dans le site. Alors, il s'agit d'un travail qu'on a fait avec Guillaume Sevin, paysagiste à Nantes.
C'était vraiment un travail main dans la main avec le paysagiste. Hein. C'était très important et c'est quelqu'un avec qui on travaille toujours. Enfin, après, à l'agence, on a aussi ça, c'est on travaille toujours un peu avec les mêmes personnes. Il y a toujours ce travail de maquette et d'essai de volumétrie par rapport à justement l'idée d'un gradinage qui puisse être planté au maximum, qui puisse enfouir en fait le bâtiment, comme on a vu en travers des références de Zerfus ou du Cairn, de manière à fabriquer presque un objet qui ne se raccroche pas donc au bâtiment, qui va se raccrocher évidemment au bâtiment existant, mais qui conceptuellement se raccroche plutôt aux berges de Vilaine. Donc là, on retrouve en plan la partie, donc il y a une partie CDI, une partie salle de travail, et de l'autre côté, donc un foyer pour les lycéens et des bureaux pour la vie scolaire. La vie scolaire. Donc des coupes un peu plus récentes en tout cas en phase DCE et des détails alors qui ont été assez complexes à mener, qu'on justement on a mené avec le paysagiste, avec Guillaume. Puisque Jean ensuite est parti à Paris monter son agence. Et donc des détails un peu complexes parce que voilà, l'idée c'était de transformer une façade en élément de paysage comme ça avec des gabions rapportés qui puissent être plantés au maximum et que en structure on ait une dalle également plantée avec pas mal de terre ramenée pour cette grande motte végétale. Donc ça fait du poids. Et le poids, ça coûte un peu. Et donc là, on voit le CDI en cours, donc avec ces fameuses percements zénithaux et la mise en place de la terre végétale avec les gros tractos. Le bâtiment se fait attaquer par des pelleteuses qui viennent remplir le granit. Alors c'est un granit local, hein. Là on est sur du géosourcé, hein. C'est un granit local qui va venir comme ça se mettre dans les cages de gabions. Le projet est réalisé avec une photo aérienne, avec cette grande barre en R+5 là, qui abrite le local enseignement et l'internat, l'extension des années 90-2000 et puis la nouvelle extension qui est cette forme plutôt organique là, qui va donc se raccrocher avec le paysage. Et il y avait aussi toute une partie, pareil, un peu plus ingrate dans le genre où là on a reconstruit un peu le rez-de-chaussée de la barre existante, où on a percé, où on a requalifié les espaces de cours, de préau. Voilà, des petites choses qui ne se voient pas forcément beaucoup, mais voilà, c'est aussi ça, régénérer la ville. Il y a une attention, il faut conserver l'existant et puis essayer d'être à peu près juste, et puis avec les surprises de chantier. Donc des photos un peu plus récentes où ça pousse tranquillement. C'est vrai qu'il y a quasiment 1 mètre de terre en toiture, donc là ça pousse assez généreusement, parfois peut-être un peu trop même aux yeux du gestionnaire du lycée. Et par contre les tranches de gabion là tranquillement sont envahies par pas mal de plantations. Alors il y a du graminé, il y a un peu de tout, hein. Il y a du chèvrefeuille, il y a de la sauge, etc., qui viennent comme ça contaminer la façade. Et après, on a un cheminement assez important, puisqu'en fait, on a cette affaire d'inondabilité, et donc le bâtiment, il est un peu surélevé. Donc après, on a des cheminements en rampe qui viennent comme ça le long du CDI. Là, quelques photos intérieures, du CDI. Non encore aménagées. Du CDI. Alors c'est vrai qu'on a c'est comme si un peu on retournait un gant. On a un extérieur granit bois, on a un intérieur tout béton avec ses ouvertures zénithales. Et là, c'est la vue sur le foyer. Alors c'est vrai qu'on ne se raccroche pas forcément à l'existant de manière très harmonieuse, mais en tout cas on se raccroche à un autre existant qui est plutôt celui du contexte et des berges, et en rendant une cour un peu plus verte que ce qu'elle n'était. Et un lieu de vie pour les lycéens, plus agréable.
Le dernier projet qui également est dans cette famille d'hybridation, qui est le centre de découverte de la biodiversité, donc qui est un projet qu'on a livré en 2014, qui vient d'être réétendu par une extension qu'on a livrée en 2023, puisqu'il a été transformé en potager extraordinaire, hein, c'est le nom du programme qui a été défini par le maître d'ouvrage. On est à La Roche-sur-Yon. Là, c'est pas qu'on est sur un site ingrat, mais c'est qu'on est sur un site qui a atteint une forme de climax paysager, c'est-à-dire qu'il est en friche depuis plus de 30 ans. Que la région des Pays de la Loire souhaite en faire quelque chose à la suite notamment du procès de l'Erika en 2008, que la région a gagné. Il y a des indemnités qui tombent et en fait la région souhaite développer des bâtiments et des équipements culturels à dominante programmatique liée à la biodiversité pour promouvoir une sorte d'écologie, voilà, pour la pédagogie de l'écologie. Et en fait, elle hérite de cette espèce de manoir, qui est le manoir de Georges Durand, qui est un naturaliste vendéen du fin 19e et une bonne partie du XXe siècle, qui a collectionné pendant toute sa vie des coléoptères, des papillons, des oiseaux, des herbiers, et les collections ne trouvaient pas de place dans aucun musée. Donc l'idée de la région est de profiter des indemnités de l'ERICA pour développer ce type de projet et va prétexter les collections pour imaginer un musée en mémoire de Georges Durand avec des salles d'exposition, des salles pédagogiques et puis un lieu de recherche. Donc le manoir, il est dans un très sale état, il a été abandonné depuis les années 70-80. Il est assez beau, mais il a été squatté, muré, pas mal démoli. Et puis il y a un existant qui est également très beau, c'est ces jardins qui ont été abandonnés, qui sont en sein de mur. Il y a des haies magnifiques, il y a un chêne éclaté qu'on voit ici. Et puis il y a plein de références, encore une fois, qui nous viennent un peu en tête quand on fait le projet. C'est un projet le concours est de 2010. À proximité, il y a des bourrines vendéennes qui sont une architecture vernaculaire de ce coin de Vendée, qui sont donc des architectures qui mélangent des choses très simples, la terre, la paille, et puis ces couvertures en chaumière, en chaume, enfin en roseau très 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 basse, qui vont en fait nous inspirer. Enfin, il y avait aussi ces images d'Éthiopie que vous avez vues tout à l'heure, qu'on va un peu comme ça ramener dans le site, sachant qu'on ne cherche pas en fait, le manoir, il est aussi tellement beau et puissant qu'on n'a pas envie de faire un objet mimétique ou un objet rival, mais plutôt faire quelque chose qui s'y raccroche tout en se raccrochant aussi plutôt au paysage et en faisant une forme un peu plus organique. Puisque le manoir fait 600-700 mètres carrés, mais on nous demande de faire un projet qui fait 2004. Donc on a forcément une extension qui va soit doubler le manoir, soit s'allonger comme on le fait. Et on décide plutôt de fabriquer une forme donc qui se raccroche à quelque chose de l'ordre de l'animal ou de la branche posée dans le site, et qui va être guidé par les éléments paysagers. C'est-à-dire que côté sud, on a une sorte de grande prairie qui ouvre sur le chêne éclaté là qu'on voit légèrement en maquette, donc en haut à droite de l'image. On a des haies sur lesquelles on va s'accrocher. On a le pignon du manoir sur lequel on va également s'accrocher. Puis on a une ancienne allée un peu domaniale qui va guider aussi les pignons du bâtiment. Donc tous ces éléments paysagers, on travaille également encore une fois avec Guillaume Sevin. Tous ces éléments paysagers, en fait, ils vont guider l'implantation du bâtiment dans une grande forme comme ça sur 100 mètres de long, qui va se déhancher en fonction des éléments du site pertinent, que ce soit ce chêne, une haie, une mare avec des grenouilles. Une mare avec des grenouilles, exactement, un muret, un vieux jardin, et qui vont faire en sorte
qu'on va vouloir cadrer dessus et que la forme qui est très linéaire au début va finalement se déhancher et devenir de plus en plus organique pour finir par être recouverte par un manteau de chaume qu'on imaginait initialement que sur la couverture et qu'on finit par recouvrir également sur la façade. Donc là, on parle le thème des conférences, c'est la régénération, mais c'est aussi quelque part la régénération de techniques traditionnelles dans ce projet et qu'on essaye de mettre en place dans pas mal de nos projets. Ici, c'est le travail avec un chaumier Briéron qui va pendant 9 mois mettre toute son équipe sur le bâtiment pour développer cette technique à la verticale et en couverture. Alors, en couverture, c'était une technique plutôt traditionnelle. À la verticale, c'était un peu plus complexe puisqu'il a fallu qu'il aille se former notamment aux Pays-Bas, que nous aussi, puisqu'on n'y connaissait pas grand-chose, on navigue avec lui en études et en prototype pour essayer de comprendre comment ça marchait et comment finalement, d'une forme qu'on voulait un peu pure entre couverture et façade, on a imaginé avec lui cette goutte d'eau de manière à ce que la façade puisse être libérée de l'eau, puisque c'est un peu l'ennemi évidemment du chaume. Et encore une fois, par rapport à l'existant, l'idée était de refaire une réhabilitation patrimoniale presque à l'ancienne, comme pourrait le faire un ABF, quasiment avec enduit à la chaux, reprise des encadrements en grès, reprise de la couverture, reprise des charpentes comme on pouvait, et puis d'y adjoindre cette extension presque animale comme ça qui va venir se coller sur ce beau manoir. Alors tous les sols, on a également récupéré de l'ardoise de l'existant, il y avait des morceaux de terre cuite, et puis la façon dont est guidé le visiteur entre ces accroches. Ici, on arrive depuis une ancienne allée domaniale, on découvre un pignon en chaume, et puis on voit ce beau manoir là qui se dévoile pour abriter notamment la partie bureau et administration. Voilà, on aime bien. Enfin, voilà, c'est une photo qui est un peu emblématique du projet puisque elle marque un peu à la fois une idée d'opposition entre deux univers et en même temps une forme d'hybridation entre quelque chose de très minéral et patrimonial qu'on a voulu reprendre à l'identique, et puis cette extension un peu plus de l'ordre du paysage et de l'organique. Et il y a un petit côté compère qui est assez drôle aussi, dans l'espèce de visage comme ça, avec double tête. Et il y a monsieur, madame ou madame, monsieur, on ne sait pas trop qui, mais ils vivent très bien ensemble en tout cas. Voilà, et ce qui est intéressant quand on fait des extensions comme ça qui viennent aussi se lever autour, en tout cas embrasser un existant, c'est qu'on a des vues intérieures-extérieures avec des anciennes fenêtres qui montrent dont on change forcément les panoramas. Les charpentes, alors on voulait en conserver un maximum, c'était assez compliqué. On voit ici qu'elles sont quand même très fines. Elles ont été doublées, mais on voulait les conserver de façon la plus apparente possible. Là, on est sous les toits de l'ancien manoir, avec on a un espace de plateaux ouverts qui sont devenus des bureaux aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était des éléments assez fragiles qu'on a redressés autant que faire se peut. Et puis il y avait un vieux damier en carrossiment dans l'ancienne entrée du manoir, là, qu'on a entièrement déposé puisqu'on a refait l'isolation en dallage. Et on a réussi à récupérer au maximum de carrossiment et refaire un tapis d'entrée en mixant avec des carrossiments plus récents. Voilà, et alors on ne va pas réaborder ce nouveau projet, mais c'est vrai qu'il y a encore un au-delà du déjà là, c'est que on vient de livrer une nouvelle extension du centre Beautour qui s'appelle le Potager Extraordinaire, avec une ferme pédagogique qu'on voit en haut de l'image là, et des nouveaux jardins. On a retravaillé avec Guillaume Sevin pour un nouveau parcours et une nouvelle vie de ce bâtiment qui avait malheureusement fermé en 2018 faute
de programmation culturelle suffisante et de visiteurs, et une nouvelle programmation qui a été bâtie par l'agglo de La Roche-sur-Yon pour réouvrir un univers un peu plus fantasque autour des jardins et qui fonctionne d'ailleurs aujourd'hui beaucoup mieux. Voilà, on va terminer sur cette image de régénération animale. Merci à vous. Je vais prendre le micro peut-être en attendant. Je l'ai bien allumé. Hein. Ouais. Ah voilà, ça y est, ça fonctionne. Merci beaucoup, Anne-Flore Guinet et Hervé Potin. Voilà, bah oui, il fallait pas que je me trompe. C'est toujours le cas avec les duos. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci de la terminer d'ailleurs par cette très belle image, voilà, qui va pouvoir illustrer un peu notre petite discussion. Voilà, comme d'habitude, je vais vous passer la parole et on va pouvoir mener la discussion tous ensemble. Une micro-question avant d'aller dans des débats plus poussés ou peut-être plus futiles aussi. On a vraiment tous les droits et on va tâcher d'en profiter. Mais ça vieillit comment le chaume? On n'a pas beaucoup d'expérience de bâtiments comme ça. Alors pour la toiture c'est une chose, mais encore moins sur la question des façades. J'imagine, je ne sais pas si on peut le dire déjà pour ce bâtiment-là qui a quand même une petite dizaine d'années, mais un peu moins du coup. Mais peut-être sur vos recherches en tout cas et les références que vous montriez avant de bâtiments vernaculaires en Vendée. Effectivement, on le voit ici. Ça c'est une photo de 2023, donc ça grise. Ça grise, c'est un peu comme le bois, ça grise. Mais il faut savoir que ça grise qu'en épaisseur, qu'en surface, puisque en fait sur une toiture, on est sur 35-40 cm d'épaisseur. En façade, on est sur 25-30. Et donc l'eau en fait ne pénètre pas à l'intérieur, parce que le chaume est naturellement étanche. Et donc l'eau pénètre que sur les premiers centimètres, qui fait que ça grise. Voilà. Et on peut espérer une tenue dans le temps, une durée dans le temps. Durée de vie, on est sur du 30 ans en couverture, un peu plus en façade, puisqu'en façade, on est moins impacté par l'écoulement de l'eau. Voilà, c'était vraiment une petite question mi-anecdotique, mi-introductive. Et maintenant, je vais vous laisser la parole. Je vous invite à lever la main bien haut. Et avant tout, je vous invite à vraiment ne pas hésiter à participer à cette discussion avec, encore une fois, des questions concrètes, abstraites, profondes ou très légères. On va profiter de cette chance-là. Et on a une première question ici. Si vous voulez bien juste vous présenter d'un mot, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Ma question, c'est quelles étaient vos limitations et contraintes au moment de proposer des conceptions vernaculaires dans des bâtiments déjà existants? Est-ce que la mairie ou les départements de conservation du patrimoine vous avez imposé des problèmes ou des limitations, ou c'était un peu carte blanche? Merci. Alors oui, il arrive que quand on ait eu à avoir l'ABF, en particulier pour le projet de Riec sur Belon, où il a fallu, en plus des contraintes de programmatique, prendre en compte les demandes ABF. Oui, ça arrive assez souvent. Ça arrive fréquemment. Après, les bâtiments qui sont là sont de mémoire. Il n'y en a aucun qui y est classé. Donc ça reste du petit patrimoine, effectivement. Donc parfois, il y a quand même l'architecte des bâtiments de France qui a un regard dessus, mais plutôt un regard consultatif et pas forcément réglementaire. Notamment le manoir là, qui est assez beau, en fait, il n'est pas classé. Il est tellement abîmé qu'il n'a pas été classé. Donc, par contre, c'est vrai que en général, dans les programmations ou dans les maîtrises d'ouvrage, les contraintes qu'elles donnent, c'est effectivement qu'on ait quand même un respect de ce patrimoine-là et qu'on puisse le mettre en avant ou en valeur. Et sans demande, en tout cas, de mettre en œuvre du vernaculaire parce que, justement, on est dans un site un peu remarquable. C'est une initiative de votre part de proposer ce type de bâtiment? Oui, alors c'est vrai que effectivement, la demande du retour vers le vernaculaire est plutôt de notre fait et pas forcément une demande programmatique.
effectivement. Et des fois, ça marche pas du tout. D'ailleurs, quand on propose des, des choses. Et madame, alors? Oui, ben, je suis architecte en région parisienne, très intéressée aussi pour le fait de revivifier l'existant. Bravo, c'est très intéressant de découvrir votre architecture. J'aimerais beaucoup savoir comment est vécu le projet du lycée. Est-ce que il a été reçu comme vous le souhaitiez? A priori, ça marche assez bien. Enfin, comme je vous disais, c'est toujours pas terminé. En fait, c'est un projet qui a été livré en 2022. Et en fait, il y a une deuxième tranche sur le stationnement côté nord. Un stationnement paysager qu'on voyait en plan masse. Donc j'y vais assez régulièrement, notamment par rapport à ce paysage-là, pour contrôler avec le paysagiste si ça pousse bien, parce qu'il y a des garanties de reprise avec l'entreprise. Il est plutôt bien reçu par les étudiants, enfin en tout cas j'ai pas eu de retour négatif. Et le proviseur, alors si le proviseur c'est un proviseur qui est arrivé en cours d'études et qui était plutôt content de cet univers très planté, puisqu'en fait il y a un autre site, en fait c'est le lycée technique Charles Tillon a 2 sites, et sur son deuxième site, en fait il voulait reprendre certains codes en tout cas végétal sur le projet. Donc il a été plutôt bien reçu par les utilisateurs. Est-ce qu'il y avait, tiens, sur ce projet, est-ce que de votre côté vous assumez une position d'une certaine manière un peu ironique avec voilà, cet environnement que vous nous avez bien présenté, bien minéral, bien rigide. Vous avez conscience en arrivant avec une forme très organique et tellement naturelle qu'elle en devient peut-être un peu surnaturelle que ça peut être vu comme quelque chose d'un peu provocateur, marquant, ironique. J'ai sans doute pas les bons mots pour le dire, mais ça me permet d'interroger votre posture quand vous proposez ça. En fait, comment dire, au début, c'est vraiment plus... c'est un peu sincère. En fait, on y va en se disant, voilà, on va refaire les berges de la Vilaine, on va remettre des plantations comme il y a autour, on va remettre ce même écosystème. Donc, après, c'est vrai que ça peut être vécu comme une forme de blague ou un truc, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très étrange et tout, mais... Au final, c'est un peu, on prend un bout du paysage d'à côté et on le colle. Donc, mais pour nous, ça a du sens. Enfin... Mais après, je comprends qu'on puisse comprendre, ou en tout cas voir une posture un peu ironique dans l'action, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on voit bien sur cette photo-là, il y a une sorte de motte un peu médiéval comme ça, hein, qui va venir fabriquer un paysage qui a rien à voir avec la barque qui est derrière. Mais en fait, la barque qui est derrière, elle a déjà été tellement transformée avec son bardage, l'espèce de tour qui abrite l'ascenseur, que pour nous, on pouvait pas y faire grand-chose. C'était difficile de s'en accrocher. C'est les bardages terre cuite qu'on faisait à fond dans les années 90, le zinc au-dessus. Bon. Bonsoir. Bilal Hallal, je travaille dans la maîtrise d'ouvrage dans la réhabilitation. Je veux savoir, en fait, les occupants sont une partie importante dans l'existant, dans ce qu'on appelle l'existant. Il n'y a pas que le bâti, il y a l'occupant, donc et l'usage. Donc je veux savoir comment vous intégrez cet aspect-là dans votre travail de conception et de réflexion, au-delà bien sûr de toute l'ingénierie sociale, les opérations terroirs qui sont menées généralement par la maîtrise d'ouvrage. En fait, c'est un peu différent à chaque projet. Parfois, il n'y a pas parfois il n'y a pas d'occupant. C'est-à-dire que le dernier projet, le Centre Beautour, en fait, le bâtiment était abandonné. La programmation était plutôt une programmation culturelle. Donc là, c'était plutôt des échanges avec le programmiste et puis les futurs occupants, mais qui n'étaient encore pas très désignés à l'origine. Donc là, c'est plutôt un travail en direct avec le maître d'ouvrage. Par contre, sur la salle des fêtes de Riec-sur-Belon, là, il y a eu des échanges et des réunions publiques avec pas mal d'associations, puisque en Bretagne, notamment, dans pas mal de villages, c'est des villages qui sont hyper dynamiques avec des dizaines et dizaines d'assos.
Et là, ils veulent tous leur placard de rangement, leur salle de 10 mètres carrés, leur machin. Et donc là, il y a pas mal d'échanges avec eux, en tout cas. Et donc là, c'est une partie intégrante du travail qu'on a pu faire, notamment sur RIEC ou sur d'autres projets. C'est de rencontrer directement les futurs usagers, soit au cours de réunions publiques, soit avec le travail qu'on peut faire en maquette, que vous avez pu voir, pour discuter en direct avec eux, et évidemment en tampon avec le maître d'ouvrage, mais c'est vrai que c'est un travail qu'on fait assez régulièrement. Oui, et puis après, on n'est pas des architectes trop durs, on est des personnes qui, voilà, quand le programme est très bien fait et qui nous expliquent que voilà, il faut ça pour que les gens soient bien, ben on le fait. On ne fait pas genre on n'a pas vu et on propose autre chose. Donc, voilà. Je crois que j'ai vu une main par là, non? Je l'ai imaginé, pardon, excusez-moi. Alors j'ai vu une autre main. Bon, ben voilà. Alors dans la direction. Bonjour, merci beaucoup. Je suis Jérôme Denis, sociologue à l'école des mines. Merci, c'est vraiment absolument passionnant. C'était très très intéressant. J'ai une question très naïve, mais vous avez beaucoup insisté sur les surprises qui sont en plus inhérentes à ce genre de projet. Et je me demandais si des fois il vous arrivait de les saisir quand même comme des invitations de l'existant à réajuster un peu ou à transformer ce que vous avez initialement prévu. Ou si à chaque fois vous essayez plutôt de les refermer. Alors, effectivement, c'est un peu inhérent à ce genre de projet quand on travaille sur des existants qui sont un peu abîmés, comme le manoir qu'on a vu ou la salle des fêtes. Il y a un peu moins de surprises là-dessus, puisque là on vient vraiment se raccorder. Et sur Chanzy, il y en avait pas mal, mais là, alors, sur la Cité U, c'est plutôt des mauvaises surprises, parce que des planchers de 13 cm, etc., même si on fait des diagnostics, c'est hyper fragile. C'est vrai que ça nous arrive de modifier en cours de route ou en cours de chantier, hein, souvent quand on découvre des trucs. Alors là, on l'a pas, mais en ce moment, on a un projet un peu similaire à Riec-sur-Belon, qui est une salle culturelle à Chapelle des Fougerets, au nord de Rennes, où en fait il y a une belle maison en Bauge existante, et avec un soubassement en pierre qu'on n'avait pas vu, et là qu'on va laisser en pierre à l'intérieur, parce que effectivement, là pour le coup, c'est une surprise plutôt heureuse. C'est pas toujours le cas, mais oui, ça permet de modifier en cours de route des choses. C'est plutôt intéressant. Enfin, on n'essaye pas de forcer la structure ou l'existant quand il y a des choses qui se révèlent intéressantes. Bonsoir, Pascal Chambardelot, architecte. Juste une petite question. Bon, je ne rentrerai pas dans le débat sur le choix architectural, le côté Frampton du régionalisme critique ou pas. Par contre, bravo d'avoir été jusqu'au bout de ce genre de choses, parce que j'imagine que c'est... j'oserais pas utiliser le mot combat, c'est peut-être pas trop d'actualité en ce moment, mais comment vous avez réussi à convaincre aussi bien d'ailleurs le côté maître d'ouvrage que le côté habitant ou usager dans la concertation. Et puis, je reviendrai quand même à une question qui concerne pour moi le lycée et puis le dernier bâtiment avec le manoir. Est-ce que vous avez pu rester dans un cadre normatif classique de DTU ou est-ce que vous avez été obligé de passer à chaque fois par une ATEX avec un maître d'ouvrage? Et bravo si vous avez réussi à convaincre votre maître d'ouvrage pour aller dans cette démarche-là. Voilà, c'est une petite question technique qui est un peu d'actualité par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer avec un organisme qui s'appelle le CSTB, je crois. Voilà. Tout à fait. Alors, effectivement, alors, si la première question sur la première question sur RIEC, il n'y a pas eu trop de difficultés. En fait, là, on était sur un concours, donc 3 équipes ont choisi de travailler sur ce hangar chic, hein, et il n'y a pas eu trop de difficultés à convaincre sur la façon dont on positionnait le bâtiment ou qu'on le dessinait, puisque là, on a été désigné lauréat, donc. Et puis même ensuite, dans le fil des études, il n'y a pas eu trop de difficultés. Si la difficulté, ça a plutôt été le panneau en contreplaqué là, qui a été découvert un peu tardivement, mais qu'on a un peu caché très longtemps. Ça a un peu toussé. Ça a un peu toussé, ouais. Voilà, ça c'est pour le projet de RIEC. Et sur les 2 derniers projets, alors sur Charles-Tillon, sur le lycée, sur le Gabion, ça a été compliqué avec le bureau de contrôle.
mais il n'y a pas eu besoin de faire d'ATEX ou quoi que ce soit, parce qu'il y a quelques exemples quand même de bâtiments avec en voile béton, ITE, extérieur imputrescible et bardage gabion. Il y en a quelques-uns, donc on s'est plutôt appuyé sur des existants pour lui montrer que ça se faisait, et on s'est aussi appuyé avec... c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au cours de la conférence, mais on va chercher assez tôt en fait, des artisans ou des entreprises, même en phase concours, pour étudier avec eux les mises en œuvre ou des matériaux qu'on ne connaît pas. Et en l'occurrence, le gabion, on n'y connaissait pas grand-chose, et on a été assez vite voir des fabricants et des entreprises pour voir comment c'était possible de le faire comme ça. Et donc on avait des exemples qu'on a pu montrer au bureau de contrôle, et ça s'est pas trop mal passé. Par contre, pour le centre Beautour, le bâtiment en chaume, donc là, effectivement, il y a un constat de traditionnalité sur la pose en couverture. Donc là, il n'y avait pas trop de difficultés, mais un peu quand même. Par contre, la grosse difficulté, c'était en façade. Puisque là, et le bureau de contrôle et les pompiers nous sont tombés dessus et nous ont demandé d'avoir un classement M2. Non, M3, pardon, de la façade. Donc là, on a fait des essais au feu au CSTB par une maquette qu'on a payée sur nos honoraires. Mais on a travaillé avec le chaumier en question, Patrick Le Goff, qui était déjà aussi un peu au fait de ce genre de difficultés. Et la maquette est passée aux essais feu. Et on a pu être validé M3, et donc on a pu avoir l'avis favorable sur la mise en œuvre. Mais l'absurdité, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'absurdité, c'est que le bureau de contrôle nous a demandé de ventiler cette façade, ce qui fait qu'en fait, alors je ne sais pas si on a sur la coupe, mais en fait on est sur une fausse façade. Enfin, en fait c'est comme un bardage. On a comme un bardage chaume qui est posé sur des voliges qui sont posés sur des tasseaux ventilés sur un bardage. C'est presque un double bardage, donc ce qui est un peu aberrant dans la mise en œuvre, mais on n'a pas eu trop le choix. Voilà, puis moi je rebondis juste, la filière chaume, elle est en train de se solidariser. Il y a un groupe d'écriture des règles pro-chaume dont je fais partie depuis quelques années, et l'objectif c'est d'avoir des règles pro-chaume comme il y a eu des règles pro-paille il y a quelques années. Donc c'est en cours d'écriture, en cours d'essai en tout cas. Ouais, je vous remontre le détail qui est là. Ouais, on voit en fait le chaume, il est vissé sur du voligeage qui est en fait un bardage, puisque derrière il y a une lame d'air. Bon, voilà. Mais effectivement, ça n'a pas été simple. Oui, alors, bonsoir, je suis Sandra Planchet, j'enseigne dans cette école, je suis architecte, et il se trouve que l'année dernière, j'ai travaillé avec les étudiants sur un module plutôt dans le sud-ouest, mais justement en posant aussi cette question de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le régionalisme critique, le vernaculaire, qui est quand même souvent un petit peu boudé par les architectes, et ça a presque un aspect un peu péjoratif. Mais je me rends compte avec vos travaux, est-ce que cette notion-là, il ne faudrait pas essayer de la repenser et de la re-questionner à l'aune de ce qu'on connaît aujourd'hui, des problématiques en effet environnementales, de choix de nouveaux matériaux, beaucoup plus biosourcés, locaux, etc. Et qu'est-ce que, par exemple, le dernier projet qu'on a vu, celui, je pense qu'on a à l'écran, en quoi il serait plus vernaculaire ou plus régional que n'importe quel autre projet. Je veux dire, c'est positif, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il dépasse ces questions-là, il en pose d'autres. Donc est-ce qu'il ne faut pas, par ces projets, essayer de faire avancer un peu les choses en dépassant un peu toute cette pensée de Frampton, Yann Lefebvre, etc., qui était à un moment donné où on faisait complètement différemment l'architecture, mais aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air du temps, même si je n'ai pas cette expression, mais c'est quelque chose et qui fabrique des projets de grande qualité par ailleurs. C'est pour les étudiants surtout. C'est des notions qu'ils comprennent pas forcément, enfin qu'ils connaissent pas forcément, et c'était intéressant de la reposer. C'est vrai que j'ai parlé un peu de Frampton, c'était peut-être un peu facile. Il y a une autre lecture qui est intéressante, qui est un peu plus récente, qui est un bouquin de Pierre Fray sur Vers un nouveau vernaculaire,
où justement il parle, il a cette réflexion-là de dépassement de l'idée de Frampton et de fabriquer une architecture contemporaine, raccrochée à des techniques locales, mais réinterprétées, de façon, réinterpréter des techniques traditionnelles de façon plus contemporaine. Ce qu'on a essayé de faire ici, et ce qu'on essaye de faire dans certains d'autres projets qu'on n'a pas montrés, parce qu'ils ne sont pas forcément de l'idée de la régénération. Mais non, mais je suis d'accord avec ce point de vue-là. Qu'il y a une forme de dépassement de la critique à avoir, effectivement. Une dernière question peut-être, et ce sera de l'autre côté. N'ayez pas peur, hein, c'est pas grave, une dernière question, vous me regardez comme si du coup vous avez plus de pression que tous les autres, mais non. Je vais vous donner la... Oui, moi j'ai construit des toits de chaume dans les Cévennes, et en fait ils ont été petit à petit remplacés par de la lauze, parce que tout simplement il faut entretenir tout ça. C'est bien joli, c'est superbe, mais les gens qui faisaient des toits en chaume, c'était des fermiers. Et donc, un petit peu tous les ans, ils refaisaient un fagot, ils le mouillaient, ils le plaçaient. Mais voilà, le citadin enfin bon, ils ne peuvent pas faire tout ça. Comment est-ce que ça... Parce que le chaume, ça ne tient pas de la même manière que la lauze. Un toit en lauze ou un toit en ardoise, ça dure plus de 30 ans. Donc là, il y a quand même, à mon avis, aussi une question un petit peu de pérennité qui se pose, non? À moins que je me trompe, hein, je ne sais pas. Ce bâtiment-là, maintenant il a plus de 10 ans. Le chaume a été posé en 2011. Il vit plutôt bien. En fait, ça reste un équipement public. Alors c'est vrai que c'est pas un petit bâtiment non plus, hein. On est sur une surface assez importante. On est sur de mémoire 37 000 bottes de roseaux. Donc c'est un équipement public, donc il y a forcément un maître d'ouvrage qui a les reins solides derrière. En l'occurrence, à l'époque, c'était la région. Maintenant, c'est passé à l'agglo de La Roche-sur-Yon. Et donc il y a un entretien annuel en fait qui se fait avec un chaumier qui vient tous les ans enlever mauvaises herbes, mousses, etc. Et pour l'instant, oui, il y a des questions de pérennité, mais la mise en œuvre telle qu'on l'a imaginée avec le chaumier à l'époque, normalement, on est parti pour 20 à 30 ans. Et j'avais annoncé une dernière question, mais je me suis fait attraper le bras par Patrick Rubin, Canal Architecture, qui voulait poser la dernière question. Elle n'est pas provocante. Hein. Est-ce que vous avez le temps de parler de la fatigue ? La fatigue par rapport au labeur, à l'effort, au DTU, à la besogne que représente la question de la régénération, puisqu'on va vers ça, évidemment. Demain, on construira moins et on réparera plus. Est-ce que vous avez une posture sur ça ? Je complète. C'est complexe. Vous êtes d'accord que c'est complexe ? Ça prend du temps. Vous payez les protos. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un corps étranger arrive pour nous aider à rentrer dans ces bâtiments, à les pénétrer, à faire différemment que toutes les questions qui nous réunissent et qu'on se pose ? Et je vais vous dire, j'ai une petite idée, si je vous pose la question, c'est que je pense que l'industrialisation, c'est-à-dire un autre corps que le BTP, pourrait nous aider. Mais ça, c'était une question dure, parce que si on rentre dans un débat maintenant, c'est compliqué. Peut-être qu'on peut l'ouvrir sur la question de la cité universitaire, où peut-être votre retour d'expérience sur... Patrick Rubin parle d'industrialisation, on imagine de hors-site, de préfabrication, qui peuvent aider effectivement à la réhabilitation. Vous y avez été confronté très concrètement dans le projet de la cité universitaire, avec la salle de bain qui était extérieure. Et là, je vois Anne-Fleur Guinet qui a l'air presque de soupirer. C'était peut-être pas un très bon souvenir. Alors peut-être. Je suis un peu grimaçante. Hein. Non, mais c'était pas ça, c'est pas bien passé. Enfin, c'était très très compliqué. Et malheureusement, le maître d'ouvrage était. Enfin, il y avait des surprises. Et puis voilà, c'est l'existant. Et on a essuyé. C'était un peu la. Ça n'allait pas en fait. Ça s'est pas très bien passé. Là, on vous montre ça, c'est chouette et tout, mais c'est vrai que c'est très dur. C'est vrai que l'industrialisation sur la CTU, en fait, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on a l'impression que les modules sont tous identiques.
Mais finalement, quand l'entreprise a posé l'ITE et les panneaux extérieurs en alu, il y avait pas mal qui étaient quand même, en fait, il y avait pas mal de différences. Et finalement, la préfa des années 60, elle n'est pas si clean et nette que ça. Bon, alors. Et donc, il y a eu beaucoup de fatigue, par contre, sur ce projet, effectivement. Bon, alors pour entrevoir un aspect plus positif de tout ça, écoute, je fais ma promo, écoutez, je suis là. Donc, sur Théma.archi, demain, on sort un sujet avec Patrick Rubin qui nous présente un exemple de réhabilitation par le hors-site qui fonctionne très bien. Ça se passe à Rosny-sous-Bois. Voilà, donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre. Désolé, Julien, j'ai profité avant et après cette fois-ci. Et surtout, voilà, maintenant qu'on a pu terminer cet échange-là, je vous remercie vivement pour l'échange et je vous remercie énormément Guinée Potin, Anne-Fleur Guinée, Hervé Potin de l'agence Guinée Potin pour cette présentation.